On est très heureux de passer ce moment avec vous. On a un objectif assez simple, c'est de mettre un peu d'optimisme dans tout ça, de vous donner un peu de sourire. On a eu même la baseline du Hub Forum, est un tout petit peu parfois négative ou anxiogène. On aimerait qu'à la fin de cette présentation, vous vous disiez on va aller dans la transformation digitale, on va aller plus loin. Ce sera un voyage mouvementé, mais on va essayer de ne pas avoir peur. Equanti est un cabinet de conseil en stratégie marketing. On existe depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on accompagne nos clients dans la transformation digitale. Ça ne s'appelle pas comme ça. Ça ne s'appelait pas comme ça il y a 12 ans, mais ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets. Et à tous nos clients, on a toujours dit ça. On a toujours dit on va vous aider à prendre des bonnes décisions, on va vous aider à saisir les opportunités, à ne pas avoir peur. La transformation digitale, majoritairement en France, il y a un discours qui est un peu anxiogène. C'est un peu comme la mondialisation. Si vous vous souvenez, dans les premières discussions, il y avait des détracteurs et des partisans, comme si on pouvait être pour ou contre la mondialisation. La transformation digitale, c'est un peu pareil. On ne peut pas être pour ou contre. Elle va arriver, il faut s'y atteler. En revanche, il y a des tas de raisons d'être optimiste et de ne pas s'inquiéter. Elle fait peur aux grands groupes, cette transformation digitale, alors que c'est une inépuisable source d'opportunités. Elle fait peur aux grands groupes majoritairement sur quatre grands domaines. Le client, qui est nouveau, qui a pris le pouvoir, qui n'a jamais été aussi informé. Elle fait peur aussi un tout petit peu sur les nouveaux entrants qui prennent des parts, qui sont agiles, qui inventent des nouveaux business models. Elle fait peur sur les nouveaux métiers qui sont difficiles à appréhender, à comprendre. Et elle fait peur, bien sûr, sur la data. Et on va voir, dans les minutes qui vont suivre, on va essayer d'expliciter et de trouver des bonnes nouvelles, des opportunités dans chacune de ces quatre dimensions. Et ensuite, on verra avec Laurent, que je remercie d'avance, de Michelin, comment Michelin travaille sur ces blocages, sur ces craintes, et les surmonte pour réussir sa transformation digitale. Premier blocage ou première crainte, le nouveau client qui a pris le pouvoir. Alors c'est vrai, en 2010, déjà en 2010, il y avait 500 milliards d'impressions de marques générées par le bouche à oreille. C'est Forrester qui l'estimait. 3 ans après, Nielsen estime que la première source de confiance des consommateurs américains, c'est évidemment le bouche à oreille des gens que vous connaissez. La troisième source, c'est le bouche à oreille et les opinions postées en ligne. Mais la deuxième, c'est encore les sites de marque. Donc c'est quoi la bonne nouvelle dans cet aspect-là du client qui a pris le pouvoir? C'est qu'on n'a jamais eu autant de moyens de connaître le parcours client. Il va passer par les plateformes de votre marque. De toute façon, à un moment donné ou à un autre, il passera par un de vos points de contact. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a jamais eu autant de moyens pour acquérir de la connaissance client, pour comprendre ce qu'il fait et pour comprendre les différents points de contact par lesquels il va passer pour ensuite connaître vos produits, vos services et convertir chez vous. Et ça, c'est plutôt une opportunité qu'un risque. On n'a jamais eu autant de connaissances clients. Deuxième blocage ou crainte, les nouveaux entrants. Alors oui, ils sont agiles, ils vont vite, ils prennent des parts de marché. Dans le marché du pneu, aujourd'hui, les pure players représentent à peu près 10% des ventes en ligne. On a parlé beaucoup d'e-commerce aujourd'hui. L'e-commerce, en 2014, au niveau mondial, c'est entre 7 et 13%. C'est 13% au Royaume-Uni, c'est 11% aux États-Unis, c'est 7% en Europe. Alors, on pourrait se dire c'est déjà énorme. Oui, c'est de nouveaux entrants. Oui, ça prend des parts de marché. Mais un peu comme Emmanuel le disait hier, effectivement, ceux qui étaient là hier, il y avait cette image de la grenouille, l'eau chauffe et elle ne se rend pas encore compte. On ne vous dit pas qu'on n'est pas dans la marmite et que l'eau ne chauffe pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre en compte ces nouveaux entrants, il faut regarder ce qu'ils apportent. Mais quand il vous reste 93% de votre business dans le retail, vous avez encore de la marge. Et donc, il faut prendre ça comme une opportunité, regarder ce que ces nouveaux entrants amènent comme nouvelles idées business, mais c'est plus une opportunité qu'un risque à ce stade. Beaucoup de business ne vont pas mourir demain. On ne vous dit pas qu'il n'est pas le temps de s'en occuper, mais on a encore un petit peu de temps. Troisième sujet, les métiers. Il y a des métiers incroyables qui apparaissent. Alors on a vu des gens sur la scène, des spécialistes RTB, des gens qui n'existaient même pas il y a 2 ans. Il y a des métiers qui vont apparaître. Il y en a un qui s'appelle le Digital Death Manager,
quelqu'un qui va s'occuper de vous faire mourir dans la sphère digitale si vous voulez que certaines de vos données disparaissent. Aujourd'hui, le département d'État américain estime qu'il y a 65% des écoliers qui exerceront un métier qui n'existe pas encore. Et où est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que nos entreprises peuvent redevenir des écoles. Tous ceux qui, comme moi, ont fait des écoles de commerce dans les années 90, savent que Procter, dans les années 60 et pendant les décennies qui ont suivi, était une école de marketing. Quand on passait par Procter, c'est comme si on faisait un MBA en marketing. Aujourd'hui, l'opportunité pour les entreprises, c'est de redevenir des écoles, redevenir des entreprises écoles. Sélectionner un domaine du digital dans lequel vous pouvez être plus fort que les autres, et vous pouvez devenir, en vous associant avec des formations de pointe, en vous ouvrant aux startups, on a beaucoup parlé de ça hier soir, vous pouvez devenir des lieux où passer par votre entreprise, c'est redevenir, c'est presque une formation diplômante. Et ça, ce sera plus riche que simplement embaucher le dernier spécialiste RTB d'une startup en pensant que ça va changer les choses à l'intérieur de votre société. Dernier sujet, la donnée. C'est assez amusant la donnée parce que, en fait, tous les efforts qui sont faits aujourd'hui par la plupart des acteurs de la donnée, ils tendent vers une seule chose qui est la bonne nouvelle, c'est la simplicité. C'est-à-dire que vous regardez les solutions technologiques, Hadoop, leur seule communication, c'est « avec moi, ce sera simple ». Il y a, pour ceux qui sont un peu techniques, il y a un langage de programmation qui s'appelle Python, qui est une communauté de développeurs. Leur seul sujet, leur seul intérêt, c'est de réduire des millions de lignes de code des langages précédents en quelques dizaines. La plupart des solutions de cloud vous promettent, et à raison, de la simplicité, de la rapidité. La plupart des data scientists aujourd'hui ont une part de leur métier qui est autour de la visualisation. Et donc, la data, dans les années à venir, elle va être de plus en plus simple à collecter, à analyser, à exploiter. Et c'est ça la bonne nouvelle dans cet aspect, c'est que la plupart des efforts qui sont faits autour de la simplicité. Alors, comment Michelin a abordé ces quatre domaines et ces 4 sujets et réussi sa transformation digitale? Je vais laisser la parole à Laurent. Donc bonjour, d'abord juste une petite précision, je suis en charge du numérique chez Michelin à LPTC, qui s'appelle une ligne produit tourisme et camionnette, donc pas de tout Michelin. Tourisme et camionnette, en fait, c'est le pneu pour les voitures, les petites camionnettes. Donc c'est en gros une grosse moitié de l'entreprise, une grosse moitié du chiffre d'affaires, du résultat et 80% des employés, parce qu'on a beaucoup d'usines à LPTC. Donc, concernant la transformation numérique de LPTC, je rajouterai un premier levier aux 4 éléments qu'a cité Bertrand juste à l'instant. La première chose, bon, il faut être pragmatique, on va le voir, je vais le décrire un peu. Et au-delà du côté pragmatique, il faut que toute cette transformation, alors tout ce que je vais dire, vous allez voir, c'est assez simple, voire simpliste, mais pour faire bouger une boîte comme Michelin qui a 120 ou 130 ans et qui a 110 000 employés, et qui est très industriel, avec des processus extrêmement rigides, je pourrais dire, c'est pas simple. Donc vous allez voir, on a essayé d'être très pragmatique. Donc premier levier dans la transformation, et qui est vraiment incontournable, il faut que ça vienne du top management. Alors moi, je suis bien tombé à LPTC, à Tourisme et Camionnettes. Il y a un patron qui s'appelle Florent Ménégo, qui depuis des années croit au numérique, qui pousse, tire, donne des moyens, donne une dynamique extrêmement forte. Et sans lui, je pense que, ou sans des équivalents dans d'autres entreprises, ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas partir d'en bas, ça doit partir d'abord d'en haut, sinon ça va très lentement. Pour avancer, c'est quoi? C'est le vert. Bon, excusez-moi. La deuxième chose, le deuxième levier, c'est la connaissance du client. Alors nous, on est une société manufacturier. Le client final est un peu loin, celui qui achète. Nous, on ne vend pas aux clients, on vend à des distributeurs, comme beaucoup d'entreprises. Mais on s'aperçoit que grâce au numérique, on va pouvoir connaître le client. Et connaissant le client, on pourra définir les bons produits et surtout lui vendre ses bons produits. Donc tout ce que l'on fait sur le numérique est vraiment, alors pas tout, mais une grosse partie est centrée sur la connaissance du client et sur le client final. Alors comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, 10%, un peu moins de 10%, ça varie beaucoup sur les pays. D'ailleurs, la connaissance du client, elle est extrêmement locale. Ça varie énormément d'un pays à l'autre. Entre les États-Unis, l'Allemagne, la Chine et le Brésil, c'est vraiment très différent. Donc la connaissance, elle est locale, même s'il y a des grandes tendances mondiales sur le numérique.
Donc 10% des gens achètent sur Internet, 90% donc des gens n'achètent pas sur Internet, achètent en point de vente. Ça devrait passer à 20 ou 25%. Mais par contre, plus intéressant, 50 à 60% des gens aujourd'hui, des consommateurs en phase de préachat ou d'achat, vont sur Internet, vont sur le numérique pour se renseigner avant tout achat en point de vente physique ou en ligne. Et ces 50-60%, nos estimations, à 5 ans ou 10 ans, ça sera 95%, d'ailleurs des gens disent même 100%. Donc la connaissance client est vraiment structurante dans toute notre démarche, et c'est vers ça que l'on tend. La troisième chose, très pragmatique, il faut avancer par étapes. Le numérique, surtout pour des grands groupes comme Michelin, c'est pas simple. Donc la transformation, elle ne se fait pas en une fois. On va revenir sur les métiers juste après. Donc il faut avancer par étapes, il faut être très pragmatique, il faut faire des essais, des tests, il faut accepter l'échec. Très important, accepter l'échec. Chez Michelin, c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est une nouvelle culture. Accepter de lancer des projets qu'on arrête 6 mois après, vraiment pas facile dans une entreprise comme Michelin, qui est très orientée sur l'extrême qualité, la qualité à 100%, ce qui est normal. Sur un pneu, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Sinon, il y a des vies en jeu. Donc sur tout le reste, ça déteint. Sur toute l'entreprise, ça déteint. Et sur le numérique, c'est quelque chose qui est à l'opposé de ça. Il faut accepter de lancer des sites qui ne sont pas totalement parfaits, qu'on va améliorer. Il faut accepter de lancer des startups qui vont peut-être ne pas survivre, etc., etc. Donc ce côté pragmatique, quelques exemples. Pour Michelin, sur les sites Michelin par exemple, pourquoi ? Non. Quelques exemples. Nous avons lancé les sites Michelin au niveau des zones géographiques, pas au niveau central. Ça, c'est important. Pourquoi ? Pour être plus près du client, pour aller plus vite. Ça pourrait changer. Un deuxième exemple, on a lancé un site de vente en ligne que certains connaissent peut-être. Ce n'est pas l'acteur numéro 1 de la vente en ligne, ni en France, ni en Allemagne, mais c'est un acteur européen. Pour comprendre ce marché, ça c'est important aussi. Nous avons lancé plus récemment un incubateur. Donc tout ça, c'est par démarche un peu itérative. Il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent moins bien, il y a des choses qui évoluent. Et cette démarche pragmatique est très bien acceptée par l'entreprise et permet d'avancer. Une démarche où tout serait décidé en centrale et on saurait exactement tout ce qu'il fallait faire en une seule fois, ne serait pas accepté par l'entreprise, et deux, ne serait pas forcément couronné de succès. Troisième chose, une meilleure compréhension des métiers du numérique. Ça, c'est très compliqué. Il faut expliquer ça à toute la hiérarchie, au top management. Comme l'a dit à l'instant Bertrand, les métiers du numérique, c'est compliqué parce qu'eux-mêmes, chaque métier est compliqué. Et en plus, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent à tout instant. En début d'année, nous avons fait avec Equancy une étude, un panorama, qui est sans doute obsolète aujourd'hui parce que c'est 10 mois après, un panorama de toutes les expertises qui existent dans le monde numérique. Quel était l'objectif ? D'expliquer ça au top management, que c'est un certain nombre d'expertises qui n'existent pas en interne. D'identifier quelles étaient les expertises qu'il fallait internaliser chez Michelin à court terme, à 2 ans, à 3 ans. Et quand je dis internaliser, ce n'est pas forcément des embauches, ça peut être aussi des gens de l'extérieur, mais qui travaillent dans nos équipes. Mais c'est bien d'identifier toutes ces expertises. Et je dois avouer que ce n'est pas aussi simple que ça à expliquer au niveau du top management. Encore une fois, si certains au top management comme Florent Ménégo adhèrent, tout va bien. La dernière chose, évidemment, comme l'a dit Bertrand, la data. Tous nos projets, c'est encore une fois une banalité, sont centrés sur la data. Soyons clairs, aujourd'hui on ne l'utilise pas vraiment, mais tous nos nouveaux projets font que la data sera au centre. On va tout mesurer, et on commence déjà à le faire. On va tout optimiser grâce à cette donnée, que ce soit des achats des médias, des parcours clients, des conversions online, offline, etc., etc. Et même quand on ne sait pas quoi en faire, on commence à stocker toutes ces données parce qu'on sait qu'un jour, ça sera utile. Conclusion. Merci Laurent. J'espère qu'on a partagé avec vous
avec ces exemples des opportunités et des raisons d'espérer, parce que comme l'a dit Laurent, c'est une énorme société. Michelin, il y a un avantage aussi, c'est une culture d'innovation dès le départ. Mais voilà, il y a une vraie capacité à prendre ces 4 enjeux, le client, les nouveaux métiers, les nouveaux entrants et la data, et à en faire quelque chose qui bouge et qui avance dans chacun de vos business. Merci beaucoup à tous les deux, Bertrand de Lasselle et Laurent Soulugnac, on applaudit.